Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Enora Conan, praticienne en Ayurveda spécialisée dans l'approche de la thyroïde. Et Enora est également formatrice au sein de l'école Gaia Veda. Nous allons parler de thyroïde, de ce que l'Ayurveda propose comme accompagnement de cette maladie. Bonne écoute. Bonjour Enora. Bonjour Nat, bonjour Lorraine. Bonjour Enora. Alors Enora, nous sommes ravis de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler donc de thyroïde et vraiment de l'approche de l'Ayurveda par rapport à cette maladie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ton histoire avec cette maladie ? Eh bien, d'abord, je voulais vous remercier de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, mon parcours, eh bien, j'ai un parcours, ma foi, avec pas mal d'activités. Donc, je suis ingénieure en aménagement et développement du territoire. Donc, c'est ce que j'ai étudié, ma formation d'origine. J'ai travaillé dans des collectivités. Puis j'ai été consultante dans le secteur du tourisme et de la culture. Je suis aussi, je le suis encore d'ailleurs et je l'ai été aussi professionnellement directrice d'un festival de musique classique et j'ai cofondé un laboratoire d'innovation démocratique. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup de Rien choses. que ça. On pourra en reparler parce que justement, c'est aussi en lien avec toute cette envie d'activité que je peux avoir. Ça fait complètement partie de ma constitution. Et puis, c'est certainement pas pour rien que j'ai des problèmes de thyroïde aujourd'hui, vu l'appétit que je peux avoir pour les projets. Voilà. Et puis un jour, je dirais pas complètement par hasard, mais je suis juste partie en Inde faire une cure, hein, voilà, sans savoir vraiment ce qu'était l'Ayurveda. Et donc l'Ayurveda est entré dans ma vie et je suis maintenant praticienne en Ayurveda et donc formatrice, comme vous l'avez dit, au sein de l'école Gaia Veda. Le moment où tu as fait ta cure, Enora, c'était quand ? C'est à quel moment que tu découvres l'Ayurveda ? C'était en 2017. Je suis partie en avril 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Inde ? C'était pour découvrir, pour faire un voyage un peu tranquille ou tu visais un panchakarma ? Eh bien, en fait, j'ai une amie qui est professeure de yoga, qui m'avait parlé de cet endroit où elle emmène des gens faire des stages de yoga et des cures ayurvédiques. Et puis, ça me faisait vraiment envie depuis un petit moment, mais j'étais jeune maman et donc c'était pas envisageable en fait au moment où elle m'en avait parlé. Mais par contre, c'était bien présent dans un coin de ma tête. Et puis, j'ai eu une année 2016 sur le plan personnel très difficile, une année professionnelle très très chargée fin 2016, début 2017, et j'avais vraiment besoin de ressusciter en quelque sorte. C'était quand même ça, j'étais tellement épuisée. Et donc, c'était le bon moment en fait pour moi de partir. Donc, on est parti à 5 filles là-bas à Kovalam, dans le Kerala. Et puis après, tout a changé. Tout a changé parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà atteinte d'une maladie de la thyroïde à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que c'est en lien avec ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi? J'ai été malade à l'âge de 27 ans, donc en 2003. Donc très jeune, hein, finalement, c'est jeune quand même pour avoir une maladie comme ça qui touche l'ensemble du système. Donc la vie a fait que on n'a pas de réponse. Vous savez comment c'est, la médecine allopathique n'a pas de réponse à ces problèmes-là. Il faut savoir que les problèmes de thyroïde, quand même, il y a encore, je dirais maintenant peut-être 50 ans, on donnait du lévothyrox aux gens qui étaient en dépression ou pour leur faire perdre du poids. Vous voyez, donc ça montre juste que la connaissance de cette maladie, elle est assez récente et dans la médecine allopathique et les causes ne sont pas connues et donc
Donc finalement, vous êtes malade, on vous dit: «Bon, voilà, vous avez des problèmes de thyroïde, vos hormones sont comme ça, donc elles sont soit trop élevées, soit pas assez». On vous donne un médicament et puis voilà. Et c'est la seule réponse aujourd'hui vraiment que la médecine allopathique apporte. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait en fait? On continue à vivre, on fait comme on peut. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et finalement, je crois que j'avais presque oublié que j'étais malade, notamment depuis que j'étais maman parce que on est prise dans un rythme, on n'a pas trop le temps de se poser des questions avec des enfants en bas âge. Et quand je suis arrivée, devant le docteur Ouni, donc qui me soigne aussi, enfin encore aujourd'hui, hein, je lui dis ce que j'avais. Donc j'avais quoi? J'avais, des douleurs au niveau des douleurs musculaires, une grande fatigue. J'avais le souffle court aussi assez régulièrement. J'étais constipée. Je lui dis: je lui dis tout ça, il me regarde, il me dit: «Mais ça, c'est des symptômes d'hypothyroïdie». Ah, je lui dis: «Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, puisque j'ai bien ça», mais sauf que c'était tellement ancré, enfin oui, ancré, c'est ça, dans le quotidien présent que finalement on oublie. Alors que tout ça, ce sont des symptômes, bon, d'hypothyroïdie, mais au-delà de ça, hein, c'est des symptômes de déséquilibre de Vata, en réalité. Et voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, souvent, les gens qui ont des problèmes de thyroïde ont souvent des symptômes qui sont persistants, qui vont rester, auxquels ils vont s'accommoder parce qu'on n'a pas de réponse particulière à leur apporter et puis parce que c'est pas regardé comme quelque chose de très grave que d'être constipé, par exemple. C'est pas regardé comme quelque chose de très grave que d'avoir des tensions musculaires, vous voyez? Mais sauf que, en Ayurveda, c'est quand même très clairement un déséquilibre bien installé de Vata. Voilà, donc moi, j'avais oublié un petit peu que j'étais malade, ils me l'ont rappelé et surtout ça m'a rappelé que je devais prendre soin de moi, que j'avais une maladie auto-immune et que du coup, on peut avoir d'autres maladies. Voilà, ça, je l'ai compris vraiment avec cette première cure. Donc j'y suis retournée, Mmh. du coup, pour en faire d'autres. On va justement essayer d'en savoir un petit peu plus avec toi, Enora, aujourd'hui sur, cette maladie enfin, ces maladies même d'hyper ou d'hypothyroïdie parce que c'est complètement enfin, c'est assez différent. Mais, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce qu'est la thyroïde? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de thyroïde? Alors la thyroïde, donc c'est une glande qui fait partie, du système, endocrine et qui va sécréter des hormones. Cette glande, elle est placée sous le contrôle de l'hypophyse, qui est, le chef, hein, en quelque sorte. On peut dire que l'hypophyse, c'est le chef du système hormonal et donc l'hypophyse va, de façon, quotidienne et en permanence, envoyer des informations à la thyroïde, via la TSH, qui est une hormone connue quand on a des problèmes de thyroïde, pour lui dire: «Travaille plus ou travaille moins». Si on a par exemple, je ne sais pas s'il fait froid, voilà, s'il fait froid, ce que va faire l'hypophyse, c'est qu'elle va demander à la thyroïde de travailler plus. Pourquoi? Parce que le froid, c'est un stress. Donc là, je parle de stress au niveau, biologique, hein, du terme, c'est-à-dire que l'organisme va être stressé par différentes choses, va subir donc un stress. Le froid fait partie des causes de stress et cet organisme va devoir s'adapter aux conditions de stress et c'est là, en l'occurrence, l'hypophyse qui dit à la thyroïde: «Travaille plus». Ensuite, la thyroïde, donc elle fait son travail, elle travaille plus, elle va sécréter des hormones, des T4. Donc et ces hormones vont ensuite, après une conversion, rentrer dans toutes les cellules du corps. Donc la thyroïde est appelée aussi, le thermostat du corps humain. C'est la thyroïde qui va réguler notre métabolisme. Donc, on entend par métabolisme pas uniquement, la digestion, hein. En Ayurveda, on sait qu'on a une quarantaine d'agnis et finalement, le reflet de l'état d'agni, ou plutôt, le taux d'hormones thyroïdiennes que vous pouvez avoir dans le sang, peut être comparé au reflet de l'état d'agni, va refléter l'état d'agni. Donc, à Quand partir oui, vas-y, pardon. quand tu parles d'agni, donc c'est le feu digestif, mais aussi, est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer, quand tu parles des 40 agnis, enfin d'une quarantaine d'agnis qu'on peut avoir dans le corps, hem, est-ce que tu peux expliquer quel est le lien entre ça et la thyroïde? Oui, alors on a en fait, moi le lien que je fais, c'est celui des hormones. On va prendre l'exemple des Dhatu Agni. Donc les Dhatu Agni, ce sont les Agnis qui sont situés au niveau des tissus. Donc en Ayurveda, on a 7 tissus, qui se forment l'un à partir du précédent.
par un processus de conversion qui est assuré par ce qu'on appelle Datu-Agni. Donc, si on prend le premier tissu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour que ça reste clair, mais si on prend le premier tissu qui est le tissu qui correspond à tous les liquides dans le corps, à part le sang, ce premier tissu, Rasa Dhatu, c'est l'essence. En fait, ce tissu, il est important parce que c'est notre essence. Rasa, en sanskrit, ça veut dire essence. Rasa, c'est le résultat de la digestion. Donc, hop, de là, on a le premier tissu qui est nourri par le résultat de la digestion, donc Rasa Dhatu, qui va se transformer pour devenir Rakta Dhatu, qui va ensuite subir un processus de transformation pour créer Mamsa Dhatu, donc Rakta c'est le sang, Mamsa c'est les muscles, etc. Et on continue. Et ce processus est extrêmement important puisque c'est ça qui permet à nos tissus de se former, tous les tissus. Hein. Donc je dis muscles, après il y a la graisse, le tissu osseux, le tissu nerveux et le tissu reproducteur. De la même façon que quand on digère, je mange, j'ai donc l'agni principale qui va transformer les aliments, d'accord, grâce au feu digestif. Cette essence va aller nourrir Rasa Dhatu. Si cette essence est de mauvaise qualité, Rasa Dhatu sera de mauvaise qualité. Donc après, on comprend aussi que si j'ai un Rasa Dhatu qui n'est pas de bonne qualité, ou si la transformation pour aller à Rakta Dhatu ne se fait pas correctement, je vais avoir un tissu suivant qui va être de mauvaise qualité, etc. Donc ça veut dire que je peux, si je n'ai pas un Agni qui est suffisamment puissant, par exemple, je vais avoir forcément des tissus formés qui seront de mauvaise qualité et je pourrais avoir de l'ama, puisqu'en fait c'est ça, le résidu qui n'est pas de bonne qualité, c'est ama. Et si on prend les muscles, là, si on prend l'exemple de mes douleurs musculaires, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai de l'ama qui reste dans mes muscles. Des Parce que, toxines. voilà, exactement. Ama, les toxines qui vont rester dans les muscles parce que le processus ne se fait pas correctement. Et donc, les hormones thyroïdiennes, elles jouent un rôle dans ce processus de transformation et elles rentrent dans l'ensemble des cellules. Donc, elles vont permettre à toutes les cellules de fonctionner et d'assurer tous les processus de transformation du corps. Et c'est pas que l'alimentation, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup, tu disais, pour le feu digestif, d'alimentation et cetera, mais c'est aussi tout ce qu'on peut, recevoir de l'extérieur. Donc ça, j'aime bien le préciser quand même, c'est pas juste ce qu'on mange, mais vraiment, tu parlais tout à l'heure, de stress ou même de projets, de se mettre à fond dans les projets et cetera. Tout ça va impacter, en fait, nos agnis et la qualité de nos tissus aussi, derrière. Exactement, C'est donc l'hygiène de après vie. c'est ça, c'est vrai qu'on doit s'adapter en fait en permanence. Notre corps, il est en capacité en permanence de s'adapter aux conditions. Quand il est en bonne santé, il peut faire ça et en fait, ce qui lui permet de faire ça, c'est d'avoir un bon agni. Donc tout est dit en réalité, puisque si on n'a pas un bon agni, ça peut conduire à des problèmes de thyroïde. Voilà, donc on va avoir tout un tas de problèmes. C'est pour ça que la liste des symptômes de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie, elle est très très longue. Hein. Si vous regardez, il y a plus de 20 symptômes. En tout cas pour l'hypothyroïdie, il y en a un petit peu moins pour l'hyperthyroïdie. Et après, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu plus par rapport parce que j'ai pas répondu à cette partie de la question qui a été hyper ou hypothyroïdie. Ouais, c'est intéressant justement, que tu nous décrives un petit peu, les symptômes. Est-ce que c'est possible d'être atteint d'hyper ou d'hypothyroïdie et de pas se rendre compte? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont se reconnaître dans les symptômes et qui vont se dire: «Mince, heu, peut-être Bah oui. que je suis atteint sans le savoir». Alors, pour les 2, la réponse est oui. Pour l'hypothyroïdie, encore plus, je dirais, parce que c'est beaucoup plus sourd comme symptôme. Enfin, autant l'hyperthyroïdie, ça s'enflamme en fait, hein. Il y a trop de feu, donc ça s'emballe, donc on a des palpitations, on a le cœur qui s'emballe, on tient pas en place, on perd beaucoup de poids. Au niveau du mental aussi, les gens ne dorment pas. Donc ça, en général, on peut pas rester trop longtemps dans cet état-là, en fait. Donc même si ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de comprendre que c'était ça, les gens comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Au niveau de l'hypothyroïdie, c'est l'inverse, hein. On a un feu qui est ralenti, un métabolisme qui est complètement au ralenti et donc on va avoir, de la fatigue, de la prise de poids, de la frilosité, on va avoir une sécheresse de la peau, on va avoir des gonflements au niveau du visage, on va avoir des raideurs musculaires, une faiblesse musculaire aussi
la constipation, hein, c'est un des symptômes importants. Donc en gros, puis il y en a d'autres encore, ralentissement du rythme cardiaque, et cetera. Il y en a beaucoup. Donc en gros, pour les personnes qui nous écoutent et qui, on voit bien qu'ils ne sont pas comme d'habitude, en revanche, parce que ça, ils doivent le sentir. Ah, j'ai du mal à voilà, j'ai manque d'énergie, j'ai du mal à bouger. Ah, j'ai envie de faire des choses, mais j'y arrive pas, j'ai plus faim, je vais moins bien, je vais moins aux toilettes, voilà. En fait, vous voyez, c'est cette notion de tout est ralenti. Ça vaut le coup, en fait, effectivement de mener des investigations. Moi, j'ai des clients, bien sûr, il y a énormément d'exemples de personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie et qui ont eu ça pendant des années avant de s'en rendre compte. Et c'est aussi parce que, on diagnostique l'hypothyroïdie à partir de la prise de sang. Si vous prenez mon exemple, je disais tout à l'heure que la TSH, elle est sécrétée par l'hypophyse pour dire: «Travaille plus», hein, enfin plus de TSH pour faire plus travailler, la glande thyroïde. Donc ce qui signifie que si j'ai une TSH élevée, c'est que mon hypophyse n'arrête pas de dire à ma thyroïde de travailler. Donc je suis en hypothyroïdie. Alors là, il y a du coup un truc mathématique. Vous voyez, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'en ai trop et je suis en hypo. Hem Et finalement, moi, ma TSH à moi, elle a été un tout petit peu hors norme au tout début. Mais sauf que j'avais déjà des symptômes dont je ne m'apercevais pas depuis au moins 1 an. Donc ça veut dire qu'en fonction des personnes, bon, on peut être un peu, soit flirter avec les limites des normes et malgré tout, être quand même en état d'hypothyroïdie. Donc par rapport à l'Ayurveda, en revanche, c'est différent parce qu'on va pas regarder les choses de la même façon. On va regarder les symptômes, on va regarder la constipation, on va regarder, la fatigue, on va regarder la prise de poids, la frilosité et on va travailler sur les symptômes, vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut prendre en charge plus tôt, forcément bien sûr, des problèmes de feu digestif, parce qu'on va savoir s'occuper des symptômes précisément. Et pourquoi on s'occupe d'ailleurs, directement des symptômes alors que normalement en Ayurveda, on le dit bien que ça diffère de la médecine allopathique dans le sens où on va pas traiter un symptôme, mais chercher à comprendre l'origine du problème, l'origine de la maladie. Quelle est l'origine d'un problème au niveau de la glande, thyroïdienne? Alors, je vais répondre à la première partie de la question, puis après à la deuxième. Donc la première partie de la question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'occupe des symptômes? Parce que ce qu'on va faire avec l'approche ayurvédique, c'est que, si on prend la fatigue, mettons, on va prendre fatigue et douleur musculaire, admettons. Et si on prend fatigue, douleur musculaire égale et plus constipation, j'en rajoute un, égale trouble de Vata. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces symptômes sont pour nous une indication qu'on doit traiter Vata. D'accord? Donc on va traiter Vata. Parce qu'on aura identifié, aussi que la personne n'a pas d'appétit, donc elle est en Manda Agni, donc il y a un feu digestif qui est faible, donc on va traiter Vata et on va relancer le feu digestif et on va éliminer les toxines. Et là déjà, on commencera à avoir une amélioration chez la personne qui est très nette, hein, assez vite. Ensuite, heu, au niveau de alors du coup j'ai perdu, l'autre partie de la L'origine question. Voilà. l'origine d'où viennent, Voilà, l'origine. Pourquoi est-ce qu'on a, un problème de Vata, par exemple, sur cette personne-là? Alors, si on est sur l'hypothyroïdie n'est pas d'ailleurs l'hyperthyroïdie non plus, c'est souvent le cas en Ayurveda, ça n'est pas, cité en tant que tel comme une maladie dans les textes. Donc on va rapprocher l'hypothyroïdie de Manda Agni, d'accord? Donc feu digestif, lent, et l'hyperthyroïdie de Tikshna Agni, feu digestif, trop rapide et trop fort. Hem, Trop intense. On va Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un feu digestif qui va être ralenti et que ça va conduire à un problème de thyroïde? Parce que ça pourrait conduire à d'autres problèmes, hein. Le Manda Agni, ne va pas uniquement aboutir à des problèmes de thyroïde. Eh bien, dans ces cas-là, on va avoir donc, au niveau du feu digestif, vous savez que c'est gouverné par les 3 doshas. Au niveau de l'hypothyroïdie, on a Udana Vayu, donc qui est situé dans cette zone-là, qui est la zone, au niveau de la gorge, qui contrôle donc ces fonctions-là et c'est là que se situe la thyroïde. Donc ce sous-dosha de Vata, Udana Vayu, va être déséquilibré et il va envelopper le sous-dosha
de vata qui permet la digestion, Samanavayu, et donc ça va altérer le feu digestif. Voilà ce qui se passe dans le cadre de l'hypothyroïdie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait ici, qu'est-ce qui ferait que c'est Udanavayu qui va être perturbé et qu'au niveau de la thyroïde, on va avoir une action? Alors là, il peut y avoir différentes raisons. Tu parlais tout à l'heure, Lorraine, des facteurs environnementaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, la glande thyroïde est fragilisée. Ça devient donc un endroit du corps qui est fragile de par les conditions environnementales. Moi, par exemple, j'ai été dans la zone du nuage de Tchernobyl. Voilà, donc il se trouve que ma thyroïde, elle a été fragilisée par ça. Elle peut être aussi fragilisée parce que génétiquement, il y a une fragilité de par l'histoire familiale. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que le déséquilibre, si on a un organe qui est faible, eh bien, les doshas vont venir se loger à cet endroit et vont déséquilibrer. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de facteurs qui va conduire à un problème en particulier. Mais en attendant, à l'origine, on a toujours un déséquilibre de vata. Là, il est présent. Ce déséquilibre de vata, il est présent. Pour l'hyperthyroïdie, ce qu'on va avoir, c'est le Pachakapita, donc qui est le sous-dosha de Pitta, qui fait partie de ceux qui gouvernent la digestion, qui va être trop fort et c'est lui qui va venir, par sa puissance, altérer Samanavayu et Udanavayu. Là, on a à ce moment-là l'inverse. C'est l'inverse qui se produit. Vous voyez, en fait, c'est l'inverse. On le comprend aussi avec l'Ayurveda, que c'est exactement l'inverse qui se produit. Oui, de toute façon, c'est comme toutes les maladies. Et en fait, l'explication de toutes les maladies en Ayurveda, c'est qu'il y a toujours, au départ, un feu digestif qui est déséquilibré, et puis qui vient ensuite, lorsqu'on s'en occupe pas dès le départ, qui vient ensuite aller se propager au niveau d'un organe fragilisé. En Exactement. l'occurrence, pour le cas dont on parle aujourd'hui, en l'occurrence, la thyroïde, d'un organe ou d'une glande. Ok. Et alors, qu'est-ce qui est recommandé par l'Ayurveda, par exemple, au niveau du régime alimentaire? Parce que ça, on en parle souvent en termes de thyroïde, on pense un petit peu tout de suite au régime alimentaire. C'est une des premières choses qu'on peut mettre en place. Alors, c'est pas facile de répondre vraiment à cette question. Pourquoi? Parce que dans les cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie, l'hyperthyroïdie, là où c'est différent, c'est qu'en général, on n'y reste pas très longtemps en hyperthyroïdie parce que c'est très dangereux. En fait, on peut faire un arrêt cardiaque parce que le cœur s'emballe complètement. Donc, les gens vont avoir un traitement qui va calmer la thyroïde et assez souvent, alors soit on leur enlève, soit ils passent après en hypothyroïdie. Donc du coup, je vais plutôt parler de l'hypothyroïdie là par rapport à ta question parce que finalement l'hyperthyroïdie, ça va être des épisodes à répétition aiguës. Donc je vais plutôt répondre par rapport à l'hypothyroïdie. En réalité, ce qui se passe, c'est que ça va dépendre des symptômes de la personne. Ça va dépendre des symptômes qui sont persistants. Parce que en fonction de la prakriti, donc de la constitution d'origine, en fonction de la vikruti du moment, on ne va pas avoir les mêmes recommandations. Je vous prends 2 exemples opposés. Quelqu'un qui est Pitta Vata et qui du coup n'a pas de surpoids, vous voyez, qui a des problèmes de thyroïde malgré tout, donc qui va ressentir de la fatigue, qui va avoir un traitement, qui ressent de la fatigue, peut avoir des douleurs musculaires, de la constipation, tous des règles quand il fait froid. Voilà, ça c'est un exemple, c'est un cas. On est vraiment sur du vata. Là, on est à fond sur du vata. Donc on va plutôt traiter le vata, y compris dans l'alimentation, hein. Et puis après, je prends quelqu'un qui est en surpoids, c'est-à-dire qui a 20 kilos de trop, le métabolisme est complètement ralenti, pas du tout d'appétit, qui va avoir des gonflements à différents endroits, qui va faire de l'œdème, etc. Vous voyez que j'ai pas le même tableau du tout. Ça, je vais être sur un excès de kapha. Et pourtant, j'ai la même maladie, hypothyroïdie, dans les 2 cas. Donc en fonction, ce qu'on va faire, l'approche qu'on va avoir, c'est celle de regarder quels sont les symptômes qui persistent au moment où on s'occupe des personnes. Et puis, on va traiter les symptômes qui persistent. Donc, si on est dans tous les cas, quand même pour répondre Nat aussi à la question, dans tous les cas, on va éviter la formation d'amas,
Donc, on va éviter d'avoir des aliments qui vont augmenter, qui vont créer amas, qui vont pas être digestes. On va éviter au maximum les incompatibilités alimentaires. Et donc, l'idée, on va toujours manger chaud, hein, ça va marcher quand même d'une manière générale pour à peu près tout le monde en hypothyroïdie de manger chaud, que ce soit pour Vata ou pour équilibrer Kapha. Et on va plutôt manger des petites quantités par rapport au feu digestif. Si on est chez Vata, on conseillera 4 à 5 repas par jour. Si on est pour Kapha, là, on sera sur 2 repas par jour. Mais surtout, je demande bien aux personnes qui nous écoutent de ne pas prendre au pied de la lettre ce que je suis en train de dire, parce que c'est simplement un accompagnement personnalisé, y compris sur l'alimentation, qui pourra vous aider. On voit trop de choses par rapport à la thyroïde, de recettes miracles. Et si on prend l'approche ayurvédique, il n'y en a pas. Puisqu'on va rester dans quelque chose de très personnalisé, puisque les symptômes ne vont pas être les mêmes. Et ce que tu disais aussi justement, et là j'aimerais qu'on en parle et qu'on l'ajoute ici, c'est que l'approche de l'Ayurveda par rapport à la thyroïde, ça va être vraiment en complément du traitement que les personnes ont. Et tu le disais très justement, donc on ne se soigne pas au niveau de l'hypothyroïdie, mais par contre on peut venir diminuer dans le temps les traitements qu'on a, qui nous ont été donnés, et c'est vraiment voir un traitement diminuer tout au long de sa vie plutôt qu'une disparition totale. Donc c'est vraiment complémentaire de ça. C'est bien ça. Tout à fait, parce que d'abord les hormones thyroïdiennes, c'est vital. Donc on peut pas rigoler avec ça. Moi, si j'arrête mon traitement, dans 6 mois, je suis dans le coma peut-être. Donc c'est très sérieux, hein, on peut pas faire ça. Si on en a trop, c'est vital aussi, puisqu'on peut avoir des vrais problèmes cardiaques. Donc ça, c'est très important. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, enfin mon approche et puis l'approche que j'ai avec les médecins avec lesquels je travaille, c'est d'améliorer le quotidien des gens. Parce qu'en revanche, c'est pas du tout rigolo d'avoir des problèmes de thyroïde dans sa vie, parce que justement, qu'est-ce qu'on fait? On donne, vous voyez, enfin, votre corps a dit, je ne peux plus. C'est-à-dire que le corps, à un moment, c'est des messages, hein, on voit ça en Ayurveda aussi, on doit comprendre quels sont les messages du corps. Si le corps a arrêté de produire suffisamment de feu digestif, c'est parce qu'il y a une raison. Donc il faut comprendre cette raison. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne comprend pas cette raison, on nous redonne du feu. Vous voyez? Alors comment est-ce qu'on peut vraiment être bien? Donc si on nous redonne du feu, ça suffit pas, c'est juste palliatif. Et donc c'est pour cette raison que on va traiter les symptômes qui sont persistants. Parce qu'en fait, c'est aussi pour cette raison qu'il y a des symptômes qui sont persistants. C'est pas parce que je prends des hormones thyroïdiennes que mon problème de Vata, il est réglé. Vous voyez? C'est pas parce que je prends des hormones thyroïdiennes que mon problème de Kapha, il est réglé. Pas du tout. Et c'est pas parce qu'on vient me bloquer ma thyroïde pour qu'elle arrête de produire que mon problème de Pitta, il est réglé. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on va traiter, nous, les symptômes persistants. Moi, les personnes qui sont avec nous, on leur demande de faire des bilans régulièrement pour voir quelles sont les incidences, pour s'assurer que justement, ils ne passent pas en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie. Enfin, ça, il y a moins de risques, mais du coup, si le métabolisme est meilleur, il peut y avoir un risque d'avoir trop d'hormones. Donc ça, on fait très attention. Et donc, l'approche, c'est les symptômes persistants. Donc, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont avoir des troubles de mémoire, il y en a qui vont avoir ce poids qui est trop présent. Et les symptômes persistants les plus gênants ne vont pas forcément être les mêmes en fonction de la saison. Par exemple, en hiver, en été, vous allez avoir des gens qui vont avoir de l'œdème. Ça va être ça le symptôme le plus embêtant. Donc, on va traiter ça. C'est une façon c'est grâce à ça qu'on rééquilibre. On essaie de rééquilibrer les doshas, en tout cas, sachant que sur des problèmes de thyroïde, les problèmes sont installés depuis longtemps. On arrive à avoir des problèmes de thyroïde parce qu'il y a des déséquilibres importants, que les tissus en général sont atteints. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend. C'est pour ça que je propose un programme d'1 an, parce que c'est vrai qu'il faut laisser le temps de venir réparer un petit peu ces choses-là et rééquilibrer les doshas, le feu digestif et ama. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, sur le fait que ça a un impact important dans la vie quotidienne. Et
Et je pense et certainement, alors comme toutes les maladies en Ayurveda, on va s'occuper aussi du mode de vie, de l'hygiène de vie de la personne. Quel est le lien, par rapport à la thyroïde entre le mode de vie et puis les déséquilibres qu'on peut voir sur la thyroïde? Donc il y a un lien qui est que dans la mesure où on a Vata qui est toujours, impliqué, hein, que ce soit en hypo ou en hyper, l'irrégularité, ça fait vraiment partie des des on va avoir ça en commun dans tous les problèmes de thyroïde. On peut avoir ça, attention, hein, c'est pas je dis pas des grandes vérités là, mais en tout cas, l'irrégularité en fait partie. Ouais, c'est pas parce qu'on a un mode de vie irrégulier qu'on va forcément développer des problèmes de C'est ça, thyroïde, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça. mais en tout cas, c'est, quelque chose Un qui facteur revient aggravant. un facteur aggravant. Mmh. OK. Exactement, c'est un facteur aggravant. Donc, ça veut dire que, ce qu'on cherche à faire en Ayurveda, c'est qu'on cherche à supprimer les causes. Donc si on a identifié qu'il y avait effectivement de l'irrégularité dans le mode de vie de la personne, eh ben, on va lui conseiller une routine très régulière, là, pour le coup. Des prises ce qu'on veut, c'est qu'elle métabolise bien. Donc on veut absolument que tout soit le plus régulier possible. Le sommeil, l'heure des repas, pour que le corps, lui, soit en capacité de faire au mieux ses fonctions, de fonctionner au mieux. C'est ce qu'on va chercher à faire. Donc on va avoir l'irrégularité. Après, on a le stress. Bien sûr, dans les 2 cas d'ailleurs, hypo, hyper, le stress. Alors ça va se traduire différemment en fonction des constitutions. Si vous prenez des constitutions donc Pitta, Vata, je le disais tout en introduction tout à l'heure, l'appétence pour, les projets, ça c'est du Pitta. Le fait d'avoir envie de faire beaucoup de choses, c'est du Pitta. L'enthousiasme, c'est du Vata, par exemple. Le fait de ne pas sentir ses limites, ça c'est plutôt du Pitta. Et donc l'hyperactivité, c'est plutôt du Vata. Vous voyez que dans tout ça, j'ai un joli cocktail qui peut tout à fait, mener le corps à l'épuisement, si on a une fragilité au niveau de la thyroïde, par exemple. Si on ajoute à ça, ce qui va avec d'ailleurs, une irrégularité dans la prise des repas parce que, bah, voilà, parce que les gens sont en train de faire des choses et puis, bon, ils pensent pas forcément à manger à heure régulière parce que c'est pas forcément important. Peut-être le fait de dormir tard, et puis vous ajoutez, une personnalité peut-être rajasique, vous voyez, qui a beaucoup d'envie. Bon, bah, on arrive assez facilement en fait à épuiser son corps de cette façon-là. Encore une fois, à partir du moment où il y a aussi, d'autres facteurs, hein. C'est pas suffisant pour, déclencher des problèmes de thyroïde, mais ça fait partie vraiment du schéma. Là, ce que je vous donne, c'est quand même un schéma et après c'est très difficile, tu le disais Nathalie, à vivre au quotidien, bah, parce que des personnes comme ça à qui, le corps, dit stop du jour au lendemain, c'est pas tout à fait du jour au lendemain, mais en tout cas elle le découvre du jour au lendemain, eh bien, c'est très dur à vivre. Et du coup, ça les met, dans un état plus de dépression, là, pour le coup, parce qu'il y a une grosse frustration. Donc ça n'arrange pas notre dosha pitta au passage, hein, qu'il y ait une frustration, qui soit là. Et donc on doit aussi, prendre en charge cette partie-là de la maladie avec l'Ayurveda. Parce qu'on peut le faire, parce qu'on peut expliquer à la personne son fonctionnement. On peut l'amener à mieux se connaître, à comprendre son propre cycle et puis à lui expliquer: «Voilà pourquoi aujourd'hui c'est si dur. C'est parce que c'est pas du tout votre, prakruti en fait de ne pas pouvoir faire les choses. Donc vous continuez à les faire, mais en continuant à les faire, bah, vous vous épuisez encore plus». Donc finalement, on n'arrange pas on n'arrange pas du tout, la situation, voire on l'aggrave jusqu'à tomber. Et c'est ce qui arrive quand même, ça arrive assez souvent et donc bah, notre rôle, c'est de comprendre ce qui est le plus gênant et puis d'amener la personne à se comprendre elle-même et à vivre différemment en respectant sa prakriti et ça, c'est hyper important parce qu'il s'agit pas parce qu'on a des problèmes de thyroïde et que, bah, on est épuisé, qu'on ne peut plus rien faire et bah, que, on dise: «Eh bah, non, vous faites plus rien, c'est fini en fait. Vous arrêtez tous les projets qui vous plaisent», tout ça, c'est pas possible. Donc parce que, une prakriti pardon, Pitta Vata, si elle fait plus rien, elle dépérit. Donc on veut pas. Vous voyez, on peut pas soigner quelqu'un comme ça. Donc c'est pour ça que l'accompagnement personnalisé, il est important aussi. De passer du temps et puis 1 an, c'est important parce que c'est pourquoi? Parce que la personne va mûrir. Vous voyez? Petit à petit, elle va avoir de plus en plus de connaissances avec l'Ayurveda, des clés de compréhension d'elle-même, elle va tester des choses. Là, j'ai des gens, qui me disent, «Bah oui, moi je sais pas quand je suis fatiguée. Je m'en Mmh. rends pas compte et je tombe».
voyez? Et ça, c'est typique de Vata, vous voyez? Je fais, je m'agite, puis à bout d'un moment, il y a plus rien, il y a plus de réserve, il y a plus rien, je m'écroule et puis on comprend pas pourquoi. Bon, donc du coup, je lui dis: «Bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repérer. Qu'est-ce qui fait que, tu es arrivé à l'écroulement? Qu'est-ce qui fait que tu as fait? Et maintenant, tu enlèveras quelque chose et on verra. Est-ce que tu t'écrouleras moins?» Voilà et ça mais ça, c'est long, vous imaginez le temps que ça Bah oui, prend, c'est toute une hein? éducation en fait, hein, parce qu'on n'a jamais Exactement, appris à s'observer, à observer les signaux et à savoir quoi faire quand on voit un signal du corps, on ne tout sait à pas fait. toujours, par où le prendre. Est-ce que justement, par rapport aux gens qui vont écouter, ce podcast et qui se disent bon, qui savent peut-être qu'ils ont déjà un problème avec la thyroïde ou qui se disent qu'ils ont peut-être un problème, est-ce que tu peux nous dire quelle est la première étape à faire du coup, par rapport à ton programme pour en savoir un peu plus et cetera? Comment faire? Alors moi, ce que j'ai imaginé d'ailleurs, quand je me suis installée, je propose aux gens de les amener sur les chemins de l'Ayurveda. Donc il y a plein d'options possibles parce que ça va être, en fonction de où on en est dans la maladie, dans la réflexion, dans nos objectifs, dans notre vie, on va pas avoir besoin des mêmes choses. Donc pour la thyroïde, j'ai imaginé un parcours à plusieurs étapes. La première étape, c'est, de nous rejoindre sur le groupe Thyroïde et Ayurveda, donc qui est un groupe, qui est réservé aux personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de thyroïde aujourd'hui Un groupe sur et Facebook? un groupe sur Facebook, pardon, oui, Thyroïde et Ayurveda. Vous pouvez nous rejoindre ici. Là, vous aurez déjà quelques contenus, quelques conseils. C'est vraiment on est sur de l'initiation. On va dire, on démarre, on commence à s'initier à ce que l'Ayurveda peut apporter. Ensuite, j'ai créé un cycle, en ligne, donc c'est un cycle de 4 conférences, qui s'appelle «Que m'arrive-t-il?». Donc celui-là, je l'ai intitulé enfin il est dans la logique de commencer à comprendre. Donc vous voyez, on est sensibilisé, après on va commencer à comprendre. Et puis après, une fois que si on a envie, hein, bien sûr, si on a envie d'aller plus loin et de trouver des solutions, c'est pas un cycle en ligne, c'est pas une formation en ligne qui peut aider à trouver des solutions. Ça, c'est pas possible. Ça peut juste apporter de la connaissance, mais ensuite, pour trouver vraiment des solutions, là, il faut être accompagné de façon personnalisée. Donc j'ai, imaginé un cycle d'un an. Comme je le disais, c'est long, pour, rétablir ces choses-là, c'est long. Il y a un chemin important à parcourir à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau du métabolisme avec le corps, au niveau de l'esprit, au niveau de ce qu'on peut mettre en place dans sa vie. Et puis encore une fois, on traverse les 4 saisons et nous sommes, un microcosme, dans le macrocosme et donc on doit absolument comprendre comment on se comporte en fonction de ce qui se passe dans le macrocosme. Sinon, ben, il manque quelque chose, vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai mis sur les 4 saisons. Donc ce cycle en ligne, pardon, il est pas en ligne, d'un an, celui-là. Donc ce cycle d'un an, c'est très rythmé, un rendez-vous par, semaine. C'est construit, de façon, à se répéter chaque mois. Donc, la première semaine, vous allez apprendre des choses. Donc tous les mois, c'est la même chose. La première semaine du mois, vous apprenez. Donc on a un atelier qui permet de comprendre, qui permet d'avoir des connaissances sur, l'Ayurveda, donc sur les fondamentaux, sur les doshas, les éléments, la prakruti, on va aller bien sûr, on va parler de l'alimentation, on va parler de la dinacharya. Je balaye l'ensemble des sujets qui vous permettent ensuite d'être autonome. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu l'as dit Lorraine, comment est-ce qu'on reconnaît? Comment est-ce que je vais reconnaître que, tiens, il fait froid et puis, j'ai la peau il fait froid, il y a du vent, j'ai la peau d'un coup qui est sèche, puis, 3 jours après, je suis constipée. Voilà. Donc si j'ai réussi à agir avant, bah, peut-être que je serai un tout petit peu moins constipée, que j'aurai un tout petit peu moins d'amas et que du coup, j'aurai un peu moins de douleurs musculaires, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc l'objectif, c'est ça, c'est moi, je vais vous donner, et c'est pas des gens, ils sont pas en formation, hein, donc du coup, ça reste 1 heure par semaine pour, progressivement acquérir de la connaissance. Ensuite, on a le point de vue, la 2e semaine, le point de vue d'un médecin ayurvédique. Alors c'est important qu'un médecin nous explique qu'est-ce qui se passe selon l'Ayurveda dans les systèmes, donc dans les srotas, qu'est-ce qui se passe dans les dhatus, qu'est-ce qui se passe au niveau d'Agni et on décrypte aussi les symptômes. Très concrètement, la fatigue, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle arrive? Quels sont les signes avant-coureurs? Comment ça se manifeste? Et puis et qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ça on passe au crible à peu près tous les symptômes de l'hypothyroïdie, plus je vous dis les concepts médicaux, Agni, les dhatus, et cetera. Les dhatus, c'est les tissus. Ça, c'est avec le docteur Ouni, c'est une conférence, en ligne avec le docteur Ouni.
Ensuite, on a bien sûr un temps individuel de consultation. Donc les consultations, elles se font bien sûr, je suis toujours présente aux consultations et une fois par trimestre, au minimum avec les médecins. Donc ça veut dire que moi je ne consulte pas seule parce que, je suis pas en capacité de suivre, je suis pas médecin, donc je travaille avec des médecins qui eux vont apporter des soins par les plantes, des plantes ayurvédiques, donc des traitements ayurvédiques et voilà quel est le rôle des médecins d'avoir un suivi d'apporter un suivi médical, hein, qui est fait. Donc on a une consultation individuelle tous les mois et puis après, un temps de partage d'expérience. Parce qu'en fait, on se sent très seul quand on a des problèmes de thyroïde, parce que, les gens comprennent pas, ça agit tellement sur tout. Vous pouvez, moi je sais mes proches m'ont souvent dit, «Mais tu as changé, enfin, mais pas en bien, hein, c'était pas pour me dire que tu as changé en bien, mais plutôt: «Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Puis on comprend pas, pourquoi est-ce que j'étais moins dynamique ce jour-là ou absente ou parce que, bah, quand on souffre ou quand on est fatigué, ben, voilà, on n'est pas bien, mais sauf qu'on n'a pas un bras cassé». Vous voyez? Donc ça se voit pas. Donc les gens se sentent très seuls parce que, c'est une maladie, qui est invisible. Et puis bien sûr, il va y avoir des progrès qui vont être faits pendant cette année. Donc c'est bien aussi de les partager ensemble, de se donner des astuces, des trucs, et puis donc c'est un temps, qui est très apprécié, ce partage d'expérience-là, qui fait partie vraiment qui donne beaucoup de motivation et d'élan et de soutien, ouais. Voilà, ça c'est les 4 temps forts qui se répètent donc chaque mois. Et puis, vous avez en plus, bien sûr, vous avez, j'ai rédigé des livrets, donc un livret, sur l'alimentation, un livret sur les bases de l'Ayurveda. Ensuite, je vais aussi, réaliser des livrets, sur les symptômes. Donc vraiment une grille pour décrypter les symptômes, qu'on peut donner une fois que les gens ont eu suffisamment d'informations. Hein, Mmh. sinon c'est risqué après, moi je Ah ne oui. risque pas, hein. Voilà, Et donc je oui, les amène, donc je les prends par la main pendant un an pour qu'ensuite ils puissent, être comme le dit, le docteur Ouni: «Vous serez votre propre docteur». ouais, tout ça avec un accompagnement pas à pas. Tout se fait en visio, hein, tu disais tout à l'heure? Oui, tout se Ouais. fait en visio, enfin tout est possible en visio, bon évidemment, quand, les conditions sanitaires le permettront, je pense qu'on pourra organiser, une rencontre annuelle, mais en tout Mmh. cas, ça c'est en plus, hein, c'est un bonus, sinon tout se fait en visio. Ouais. Il s'adresse à qui ce programme? Est-ce que c'est pour des personnes qui ont soit de l'hyperthyroïdie, soit de l'hypo, l'un ou l'autre, ou bien, les 2? Parce que les est-ce qu'il y a les 2 publics? Oui, j'ai les 2 publics en Mmh. réalité. Donc bien sûr, c'est, ciblé hypothyroïdie, mais comme je le disais tout à l'heure, en hyperthyroïdie, on souvent, malheureusement les gens, ils ont une ablation de la thyroïde et donc après ils se retrouvent dans des situations d'hypothyroïdie, hein. S'ils n'ont Mmh plus mh. de thyroïde, ils se retrouvent, dans une situation où ils ne produisent plus leurs hormones et puis sinon au niveau des mécanismes, de la logique, ça reste très proche donc les gens qui ont de l'hyperthyroïdie, s'ils ont envie, peuvent aussi, nous rejoindre. Ils s'adressent à des personnes qui sont prêtes en réalité, hein, parce que c'est pas rien de passer un an Mmh. à, d'abord, tout une fois par semaine déjà, il faut quand même avoir le temps, il faut avoir envie et il faut être prêt à changer des choses dans sa vie, dans son quotidien. Il faut être prêt à, quelque part, à «affronter» entre guillemets, à s'affronter soi-même, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi je le vois comme une évolution. Parce que bon, bah, quand on a des problèmes, quand on est arrivé à avoir des problèmes de thyroïde, c'est qu'on a fait des choses, mais même sans le savoir, hein. Il y a quelque chose, en tout cas dans notre comportement, dans notre tempérament qui fait qu'on a amené notre corps quand même à une forme, d'autodestruction quelque part. Donc heu le chemin pour comprendre pourquoi et l'accepter, il n'est pas forcément, évident. Donc je crois que c'est important d'être prêt, sachant que de toute façon, c'est pour du mieux. C'est-à-dire que si on a des symptômes qui sont persistants et qui vraiment, gâchent le quotidien, parce que ça peut être le cas, c'est souvent le cas, pour ceux qui ont des symptômes persistants et qu'on n'a pas de solution, et bien on a besoin d'aide. Et donc moi c'est ça que je propose en fait, c'est de guider
Et c'est comme, le fait de parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Mais moi j'ai envie d'aller mieux». Mais oui, mais je fais comment? Bah, je sais pas trop. Donc là, moi je propose d'aller mieux, mais avec quelque chose de qui en profondeur. Vous voyez, c'est pas superficiel, il y a pas de recette miracle, mais en revanche, il faut être prêt à faire ce chemin-là, qui est un vrai chemin sur soi. En fait, c'est une vraie rencontre avec soi-même, Mmh. toute cette année. Oui, puis c'est travailler sur la pérennité aussi et ça leur servira à la fois pour leur maladie, mais aussi, finalement pour leur vie, tout simplement, quoi. Bah, exactement, tout à fait. Mmh. Est-ce qu'il faut déjà avoir des bases, avec l'Ayurveda, connaître un peu, les mots sanscrits ou est-ce que tout ça tu remets bien tout à plat, dans l'initiation que tu proposes des bases de l'Ayurveda? Il y a pas besoin d'avoir de base pour l'ayurveda, il y a de toute façon bon, d'abord, il y a pas besoin et en plus, j'ai des contenus en amont du cycle qui permet en amont de ce parcours d'1 an, qui permettent de petit à petit, acquérir des connaissances et puis, les ateliers au compte moi, j'ai prévu une progression qui fait que les connaissances vont s'acquérir au fur et à mesure de l'année. Donc non, il y a pas besoin d'avoir des bases. Il y a besoin, en revanche, d'accepter, de voir les choses autrement, y compris sur le plan médical. Ça, c'est important parce que nous, on a tendance à tout expliquer, dans notre culture, hein, c'est notre façon d'être en fait. Il y a sur notamment, sur le plan médical beaucoup, c'est-à-dire: «Ah oui, j'ai ça, mais c'est parce que ça» et donc là, ce qu'il y a besoin, c'est simplement d'avoir un état d'esprit qui permette de voir les choses autrement. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme base en fait. Être capable de se dire: «Ouais, OK, je vais voir les choses autrement». Mmh. Et puis l'envie d'apprendre et de comprendre sur soi. Oui. Comment ça se passe, si on a envie de rejoindre, ton programme? Quand est-ce que est le prochain cycle? Comment on fait? Donc le prochain cycle, démarrera en novembre, donc c'est un cycle d'1 an. Comment on fait? Eh bien, il suffit de me contacter. Donc vous pouvez me contacter, vous allez sur mon site, sattva-bien-ayurveda.com et puis vous trouverez, à la fois mon numéro de téléphone, vous pourrez m'envoyer un formulaire de contact. Vous pouvez me contacter là, vous pouvez me contacter via le groupe Thyroïde et Ayurveda aussi. Voilà, donc c'est assez simple en fait, et puis, avant de pour voir si vous êtes intéressé par un suivi, parce que je propose aussi des suivis classiques, hein, des accompagnements sur 3 mois, donc qui ne sont pas uniquement réservés aux personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Heu, donc si vous avez moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir discuter avec les personnes qui ont envie, qui ont des problèmes de thyroïde et qui ont envie, parce que ça me permet d'évaluer leurs besoins et puis de les diriger vers ce qui l'accompagnement qui sera le mieux pour eux à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, même pour, les personnes qui se poseraient des questions sur, le coût du programme que tu proposes, tu insistes bien sur le fait qu'il faut qu'ils te contactent parce qu'encore une fois, tu les dirigeras vers ce qui leur correspond et ce qui est le plus juste pour eux. Exactement. Mmh. Mmh. Super Enora, bah, écoute, on arrive à la fin de notre, interview. On a des petites questions rituelles pour toi. Oui. La première, c'est, quel est ton rituel préféré? Quel est le rituel qui fait que tu te lèves tous les matins avec le sourire? Bah, en général, c'est de me coucher tôt, du coup. Moi, ce que j'aime le plus, ce qui était pas du tout faut quand même, moi, j'étais incapable de me lever, pour moi, me lever à 6 heures, c'était une torture, hein, il y a que avant d'aller en Inde, justement et hem et finalement, c'est ce que je préfère. C'est ça que je préfère, c'est, me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt et là, je suis en forme. Quels sont tes projets pour, les semaines, les mois à venir? Alors mes projets, bah, j'ai déjà je vais avoir un nouveau groupe à accompagner, à partir, donc du mois de novembre. Ensuite, j'attends impatiemment que les frontières ouvrent pour pouvoir, emmener, un ou plusieurs groupes, en cure, donc au Kerala, chez le docteur Ouni, dans sa clinique et donc avec aussi un accompagnement là, vraiment dédié à la partie Panchakarma. Donc ça fait partie des choses qui sont, dans les tuyaux depuis un petit moment, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
Alors j'ai plusieurs personnes à remercier parce que, j'ai fait un vrai, un parcours, c'est un parcours de vie, hein, qui m'a amenée à l'Ayurveda et puis à un changement quand même important, sur le plan professionnel. Donc d'abord, je voulais remercier, gratitude pour Sarah Guérin qui m'a emmenée là-bas. Ça, c'est important. Si elle m'avait pas emmenée là-bas, je sais pas, tout ça ne serait pas arrivé de cette façon-là. Bah, bien sûr à mes parents, hein, qui ont gardé mes enfants pendant que j'étais, en Inde, puisque j'y suis quand même allée, une dizaine de fois, donc j'y suis allée très souvent. Mes enfants aussi qui ont compris, pourquoi j'avais besoin de m'absenter et puis, d'aller là-bas. Bon, je les ai pas abandonnés bien sûr, hein, je suis pas partie, très longtemps, mais pour des enfants, c'est long, hein. Si on part 15 jours, pour les enfants, c'est très long. Donc vraiment un grand merci à eux. Un merci, gratitude donc bien sûr au docteur Ouni, qui m'a soignée, le docteur Sultana aussi et puis au docteur Ouni qui est venu vers moi et qui m'a demandé à ce qu'on travaille ensemble. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a demandé ça et puis, gratitude à notre professeure, Caroline Henry qui n'arrête pas de me former, de m'aider, de m'accompagner aussi sur les chemins de l'Ayurveda. Gratitude. Bah, écoute, Enora, nous, on a beaucoup de gratitude aussi pour tout ce que tu fais, ce que tu as partagé avec nous, pour ton travail autour de la thyroïde et la manière dont tu accompagnes, les personnes qui, comme toi, rencontrent ce trouble-là. Donc, merci énormément, Enora, d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah, merci à Merci. vous, hein, gratitude à vous aussi de m'avoir reçue, dans votre podcast. Merci beaucoup. Merci Enora. À très bientôt. À À très bientôt, bientôt. Enora. Merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!